Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, alors que j'espère que ce début 2026 se passe bien pour vous, moi j'enregistre encore en 2025 parce que j'ai de l'avance, bref, eh bien nous allons parler d'un film de Jim Jarmusch qui fêtera dans quelques semaines ses 40 ans, mais si j'en parle maintenant, c'est que là, dans quelques jours à peine, va sortir son nouveau en salle, qui sera peut-être d'ailleurs ma première nouveauté 2026 sur grand écran, je ne sais pas du tout au moment où je vous parle ici. Bref, il va être question donc de Down by Law, sorti en 1986, son troisième long métrage à l'époque. Et on reprend les mêmes et on recommence, ou presque, puisque l'un des rôles principaux est confié à John Lurie, qui est aussi compositeur de la musique, avec ce format très noir et blanc qu'on avait vu sur les deux précédents, Stranger in Paradise et Permanent Vacation, où John Lurie était présent dans le rôle principal, en fait, en soi. Et à ses côtés, nous avons Tom Waits, dont on entend une chanson dès le début du film. Je crois qu'on en entend une autre plus tard. C'est vraiment l'univers Jim Jarmusch qui s'installe ici sous nos yeux, avec la présence supplémentaire d'un trublion venu d'Italie, Monsieur Roberto Benigni, qui n'était pas forcément hyper connu à l'époque, en soi, mais il est là. Et d'ailleurs, il a amené dans ses bagages, entre guillemets, son épouse, déjà à l'époque, Nicoletta Braschi, qu'on retrouvera après encore chez Jim Jarmusch, Mystery Train, et avec Roberto Benigni dans plusieurs films, dont le fameux La Vita è Bella, dont je parlerai un jour sur la chaîne. En soi, c'est un film qui peut poser des problèmes, mais que j'ai beaucoup aimé plus jeune. Alors ça sera toujours un moment schizophrène, des fois, quand je reviens sur des grands souvenirs d'avant, et que j'en parle avec le regard d'aujourd'hui. Mais restons ici sur ce Down by Law, qui est une découverte tardive me concernant. Voilà, je voulais voir un Jarmusch en plus avant son Father, Mother, Brother, Sister, c'est ça le titre, je crois. Et ici, nous sommes dans son univers, disais-je déjà esthétiquement, ce noir et blanc qu'on retrouvait dans les deux précédents, cet aspect assez réaliste d'errance, mais qui mélange plusieurs codes, ici le film noir, voire d'évasion, puisqu'on va suivre, alors, en premier lieu, Zack et Jack, c'est pas facile à dire, d'ailleurs, ça fait un petit comic relief avec le personnage de Roberto Bob, l'italien, qui Jack et Jack, enfin on peut se mélanger un peu les choses. Bref, on a Zack le DJ qui visiblement se fait larguer parce qu'il vit trop en mode au jour le jour, et donc il va se retrouver après la nuit à moitié bourré à chanter du blues dans un moment très entre néo-réalisme italien, film noir, et c'est là où on voit où il mélange les codes. Et de l'autre côté, il y a Jack qui, lui, quand même, un peu plus problématique sur le papier, parce que c'est un Mac, avec des prostituées, notamment une afro-américaine, là, qui l'écoute à peine. Lui aussi, il semble ailleurs. Finalement, Jack et Zack sont différents, mais les mêmes. Ils ont ce prénom qui rime et tout, et ils vont être tous les deux piégés et arrêtés par la police. On va rester vague dans les détails, c'est pas très important. Se retrouver ainsi dans la même cellule, où le temps va passer, ça va être très compliqué entre les deux, ils vont finir par un petit peu quand même discuter, et au bout de, je sais pas, j'ai compté les bâtons qui sont inscrits sur le mur de la prison, au bout de 150 jours et quelques, débarque un Italien qu'on voit plus tôt dans le film, qui a rencontré Zack, et qui apprend l'anglais avec des citations en entendant les choses que disent les gens. D'ailleurs, le premier truc qu'il va dire avant la prison, c'est « It's a sad and beautiful world ». Notre monde est triste et beau à la fois, quoi. C'est un peu ça aussi, Jim Jarmusch, en mode de poésie, parce que, évidemment, Jim Jarmusch est le poète du cinéma, le poète de l'errance, et va référencer des poètes dans le film, etc. Bon. Et Roberto va devenir le troisième larron, ensemble, c'est compliqué, alors on rigole, c'est un Italien, c'est le point de vue d'Américain. Sur les étrangers, il y a ça aussi qui est questionné par Jarmusch. C'est à la fois en mode léger, mais on comprend aussi qu'ils sont perdus dans leur propre américanisation, les deux autres. Ils sont pas forcément mieux lotis que celui qui ne comprend pas et qui a l'air paumé là. Ils sont tous paumés à leur manière. Et ils sont paumés ensemble. Dans cette cellule de prison, il y a un moment, alors il y a une ellipse, le film joue sur les ellipses, c'est remarquable là-dessus, c'est du pur cinéma. Il y a l'évasion. Voilà, ce n'est pas un film d'évasion, on va voir comment ils vont mettre en place leur plan. C'est vraiment du contre-pied de beaucoup de choses. Contre-pied d'un néo-réalisme, d'un film noir, d'un film d'évasion, de prison, tout ce que vous voulez, parce que c'est un film de camaraderie et de réflexion sur la vie et l'existence, avant tout. Donc, ne vous attendez pas à voir un condamné s'est échappé, même si c'est bressonien un peu, Jarmusch, il y a autre chose ici.
Et ils vont se faire la belle et se balader autour pour essayer de s'enfuir dans la forêt, les marécages, parce que ça se passe à Nouvelle-Orléans, enfin en Louisiane, hein. Mais on sent qu'il tourne un peu en rond. L'errance mentale et physique, elle se fait de A à Z dans le film. Et c'est ça qui est fort. Et je reviendrai sur un point en zone spoiler, hein, qui va expliquer aussi indirectement la présence de Nicolas Brest qui est là-dedans. Parce qu'il y a un côté quasi méta, c'est-à-dire que Jim Jarmusch, il pose son cinéma là, il réfléchit, il met son style en place, il l'a fait avec ses 2 précédents films déjà fort intéressants, qui m'avaient beaucoup plu. Et là, il poursuit avec cette idée de penser aussi à son art. Et au cinéma en tant que tel, alors, là, en détournant des figures marquantes du style qui a pu fonctionner avant, donc dans ce noir et blanc que l'on voit là, parce que le film semble être tout droit sorti de ces années, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60, vous faites ce que vous voulez, et il voyage ainsi dans le temps et dans le genre cinéma, et même à travers les pays. D'ailleurs, il balance ici son personnage italien au moment où le film se fait néo-réalisme italien, avec cet endroit un peu avec des détritus, on voit quand même, hein, oui, ça semble un peu désert, hein, il y a des gens, mais il n'y a pas vraiment de personnes qui passent. Et après, avec ces 2 personnages américains en mode un peu, voilà, macro, DJ, etc., en mode, oui, on sent le crime derrière potentiellement, ou des gens qui peuvent fricoter sur des mauvaises affaires. C'est génial de faire s'entrechoquer ces univers-là avec des personnages qui pourraient être tout droit sortis de ces univers. Roberto Benigni, presque plutôt de la comédie italienne, hein, des années 70, 80, si on veut. Il y a tout ça qui fait un tout. Et Jarmusch, il réalise un exploit ici. Il fait une sorte de mix. Et il fait son petit cocktail à lui. Et ça marche. Parce que c'est déjà du Jim Jarmusch. À voir ces 2 précédents, parce que beaucoup l'ont découvert avec ce film, mais voir ces 2 précédents renforce l'idée ici que il a son approche, il est totalement conscient d'être l'héritier de certaines choses, peut-être aussi de la nouvelle vague française. Au début du film, on pense à la nouvelle vague, dans ces scènes intérieures avec les femmes et ces 2 hommes paumés là. C'est passionnant ça. Et après, bon, l'univers carcéral, etc. Donc il y a peut-être des clins d'œil directs à certains films ou pas, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, il y a un discours méta du personnage de Bob. Voilà, j'en s'évade comme dans un film américain. Bah oui, tu te dis ça, ou un film français, si vous voulez voir Bresson, ou même Le Trou de Jacques Becker, hein, peut-être que Jarmusch les a aimés avant. Parce que je pense que c'était déjà un grand cinéphile à l'époque, il avait 33 ans, hein, donc il connaissait. Et voilà, et c'est génial. Après, ça marche sur des dialogues ou des non-dits, parce que c'est un peu ça, hein, ça mélange silence, incommunicabilité ou, au contraire, la camaraderie qui se met en place. Vous avez des petites citations comme ça, alors c'est à la fois drôle et c'est à la fois propre à la philosophie. Il y a ces références donc à Walt Whitman, qui est un des grands poètes américains sur l'errance de la vie et tout, donc Jarmusch le prend un peu en main ici. Et il y a aussi Robert Frost qui lui est plus sur le doute métaphysique, question sur l'existentialisme, enfin pourquoi on existe, pourquoi on est là. Il y a cette idée-là, et évidemment Jarmusch n'aura de cesse par la suite de référencer la poésie, de faire même un film qui est très centré là-dessus, sur d'autres poètes peut-être plus modernes, avec par exemple Patterson, ou j'allais dire Adam Sandler, non, certainement pas. Ouais, ça serait très intéressant de voir Adam Sandler chez Jim Jarmusch, cependant. Adam Driver se faisait ses réflexions et se faisait l'alter ego poète de Jarmusch. Donc oui, toujours ça, hein, ces moments où on a des gens qui sont là, dans leur monde, mais qui sont à la fois présents et absents, et qui ne savent pas où aller, ça tourne en rond, et le film littéralement tourne en rond, même dans leur évasion, et ça c'est brillant, voilà. Et ça en est presque à la fois drôle et pathétique, mais bon, on s'attache à ces 3 personnes, même s'il y en a quand même un à la base qui exploitait des femmes, hein. Il se retrouve piégé, j'ai envie de dire bien fait pour lui, mais bon, la police un peu ambivalente avec cette jeune fille, là, cet enfant même, hein. C'est très spécial. Il y a des moments fondus au noir comme ça aussi, qui en disent long. Et puis il y a des moments, je le disais, sur l'ellipse, parfois d'une scène à l'autre, ça bouge pas trop dans le cadre ou dans le décor, mais des jours se sont passés, on le sent. C'est dit plus ou moins dans le dialogue, on le voit les bâtons sur les murs, dans la prison. Cette gestion-là, même dehors, quand ils sont en fuite, ça se sent, ça se ressent, on voit la barbe qui pousse. Ça, c'est vraiment la gestion du temps cinéma. Je pense que Jarmusch est l'un des meilleurs là-dessus. Sur l'errance, sur le temps, sur ses réflexions, à voix haute ou non, métaphysiques. Donc j'ai beaucoup apprécié sur cette... voilà. Après, la mise en scène, elle est là, hein, dans le montage aussi. Dans la photographie qui est
passionnante d'un Allemand qui déjà commençait bien sa carrière aux États-Unis. Oui, Rob Mueller, qui est Müller, on va le prononcer quand même, à l'allemande, qui avait au hasard géré Paris, Texas avant, mais qui avait déjà travaillé avec Wim Wenders sur Alice dans les villes. Wenders, Jarmusch, il y a ce lien. Je crois que j'avais fait d'ailleurs une réflexion sur ce point dans Stranger Than Paradise, pardon, je crois au début. Les routes, évidemment. Alors, la route jarmouchienne, qui peut être aussi une forme de route wendersienne, si vous voulez. De toute façon, la route étant cette idée de liberté, d'émancipation ou pas, d'errance, où va-t-on vers l'inconnu, vers l'horizon, et à un moment, les chemins peuvent se séparer ou se rejoindre. Dans le film, beaucoup, voilà, il y a des disputes, ça se revient, ça rejoint, etc. À un moment, il y a cette scène avec le lapin que Roberto cuit la nuit, et les deux autres se disputent, finalement ils y reviennent au lapin. Voilà, ils se disputent, ils se chamaillent, mais finalement ils reviennent. Et puis voilà, c'est comme ça que les camaraderies se font aussi, et c'est très bien parce que vous avez des acteurs qui sont parfaits là-dessus. On a Tom Waits qui fait du Tom Waits, on a John Lurie aussi, voilà, un peu en mode film noir, donc un peu gangster. Et alors, Tom Waits, oui, je sais pas, alors, est-ce que c'est... niveau rôle au cinéma, c'est compliqué parce que Tom Waits, il a une carrière tellement riche que je vérifie en même temps. Est-ce que c'est une de ses premières apparitions en salle? Oh là là, vous voyez, la page Wikipédia est tellement grande que je me perds dedans. Alors non. Non, il avait été chez Coppola avant, ouais. Déjà, oui, bah oui. Alors, aussi James et Cotton Club, les Outsiders, et Coup de cœur. Quand même pas mal. Il avait débuté sur un film réalisé par Stallone, La Taverne de l'Enfer. Donc oui, mais c'est sa première collaboration avec Jim Jarmusch, et les deux se sont fort bien trouvés là-dessus. Spoiler sur une chose, la fin. J'aime beaucoup cette idée de... Ah, ils sont paumés, ils sortent du marécage, et ils tombent sur une taverne, on sait pas trop là, un endroit, une maisonnette, pas une taverne. Ils croient que c'est un truc comme ça au début, mais en fait c'est une maison qui appartenait à un certain Luigi, vu le nom. Alors évidemment, les deux Américains sont méfiants, parce que ce sont des Américains, et l'Italien il y va en mode, allez, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et le temps passe, là aussi, quelques heures. Du coup, les Américains se disent, bon, on débarque quand même, et on va voir ce qui se passe. Et en fait, on voit tranquillement Roberto en train de manger avec une Italienne, Nicoletta. Alors, c'est marrant, Roberto Benigni joue Roberto, Nicoletta joue Nicoletta Braschi. Et les deux, alors, ça c'est, je sais pas, quelques heures à peine se sont passées, ils sont déjà amoureux l'un de l'autre. Voilà. Le temps, il en fait ce qu'il veut, Jarmusch. Et c'est vrai que cette idée à la fin de paradis, alors c'est Stranger Than Paradise, ben, ce paradis un peu paumé, complètement au milieu de nulle part, à côté des marécages, c'est une sorte de paradis italien sorti de nulle part, qui contraste avec une Amérique assez délabrée, assez sombre, assez triste au final. Et ça c'est passionnant. C'est-à-dire que Jarmusch, il le dit là, son Amérique, etc., elle a peut-être gagné de la vie, gagné de l'espoir et tout, mais grâce à des gens venus d'ailleurs, avant tout. Et ceux qui se sont un peu oubliés de leurs origines, ou trop américanisés, peut-être sont pas très joyeux, sont pas les plus joyeux. Et c'est très intéressant, politiquement parlant, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça en dit long, c'est un choix. Il a pris Roberto Benigni à dessin et son épouse, donc c'est une réflexion quasi méta d'avoir le vrai couple à l'écran, qui s'appelle avec leur vrai prénom, donc ils jouent leur propre rôle quasiment à la fin, cette intervention-là, par les acteurs qui sont conscients d'être un petit peu eux-mêmes sans être eux-mêmes. Et alors, c'est ça qui était passionnant, ce petit paradis va être pour eux, c'est leur cocon, assez descendants d'Italiens, ou Italiens encore, qui sont aux États-Unis. Alors, les deux Américains, ils n'ont pas d'autre choix que de partir. C'est pas leur vie, ça. Et ils vont aller sur la route, retour sur la route. Alors, c'est pas Kerouac, là, mais pourquoi pas. Et ils vont se séparer, c'est-à-dire qu'il y a une croisée des chemins, et ils sont destinés à ne pas être ensemble. Donc, Zach prend un chemin, Jack prend l'autre, et c'est comme ça. Ils s'écriront, peut-être. Et fin ouverte, ou pas, il n'y a pas de conclusion, mais c'est exactement ce qu'il fallait. D'ailleurs, à un moment, 20 minutes avant la fin du film, j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait une fin brutale, il faut que ça s'ouvre, sans trop savoir ce qui va advenir d'eux. Bon, c'est un petit peu l'idée, quoi. Puis on est content que ça se termine comme ça. Mais magnifique finalité, donc, après donc, ces moments où ils se perdaient, ils se retrouvaient, même eux-mêmes et spatialement, dans ces marécages, là, avec quelques péripéties. Et bien finalement, chacun va trouver sa place, ou pas. Le chemin doit être écrit, doit s'inscrire vers un horizon. C'est ça, les Américains, ils doivent toujours être sur la route. Cette idée d'aller vers un ailleurs pour leur liberté. Bon, finalement, leur petit cocon, nos amis italiens, c'est comme si ils vont faire leur petite couple à l'italienne, là, sur place, leur petite comédie à l'italienne, ou leur petit moment tranquille, peut-être en vivant leur rêve américain à eux, mais un peu à part quand même. C'est très intéressant, ça. Je vais faire la zone spoiler.
C'est un vrai bon film. Alors, comme d'habitude, avec Jarmusch, c'est toujours très particulier parce que c'est un cinéaste, à chaque fois que je vois un de ses films, j'aime, ou j'aime beaucoup. Après, j'y reviens pas souvent, c'est pas forcément des films que vous allez regarder chaque année, quoi. Par exemple, Ghost Dog, j'avais beaucoup aimé il y a 6 ans. Je l'ai revu quelques jours avant de faire cette vidéo d'ailleurs, mais seulement 6 ans après, particulier ça. Parce que ça s'inscrit tellement sur un moment de découverte et tu es happé par certaines choses que tu gardes des choses en toi, mais tu vas pas forcément y revenir souvent. Enfin, moi, c'est comme ça que je. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai jamais revu Permanent Vacation, donc j'avais vraiment eu un coup de cœur à l'époque. Bon, Stranger Than Paradise, c'est plus récent. Je n'ai jamais revu Patterson, même si à l'époque j'avais peut-être moins apprécié, mais quand même, j'avais vraiment aimé. Only Love Left Alive, je ne l'ai jamais revu non plus. Bon, bref, c'est étonnant ça. Et Deadman, voilà. Et là, j'ai une pensée à l'ami, pour l'ami souffleur de coffret Virgile qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et là, bah, ce film-là, j'ai beaucoup pensé à lui. Forcément. Je crois qu'il l'aimait aussi. De toute façon, il aimait beaucoup Jim Jarmusch. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On va pas aller trop verser dans l'émotion, hein, parce que sinon ça peut prendre vite. Sur ce Down by Law que je vous conseille pour sa gravité légère, hein, c'est un peu ça. Cette idée de capter le temps de l'errance, de la métaphysique. Et Roberto Benigni, alors, des trucs très drôles évidemment, parce que c'est un acteur comique aussi à la base, mais il n'a pas fait que de la comédie. Bon, parfois il mettait trop de comédie dans ses films dramatiques. Bon, La vie est belle, oui, je vais en parler bientôt. Je sais pas quand, hein, mais quand je dis bientôt, il n'est pas sorti en 96 ce film. À méditer. À vous la parole en commentaire, qu'avez-vous pensé de ce film? Est-ce que vous aimez le cinéma de Jim Jarmusch et attendez-vous avec impatience là son prochain qui arrive très bientôt en salle? Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.